élire, c'est renoncer à voter. Donc c'est tout à fait... La démocratie, ce serait des citoyens qui votent leurs lois. Alors que nous sommes dans un gouvernement représentatif dans lequel nous ne votons rien, nous élisons des maîtres. Bonjour Étienne Chouard, vous êtes professeur de droit et d'économie dans un lycée à Marseille. Vous avez été régulièrement cité par les Gilets jaunes et les médias pour votre travail sur le référendum d'initiative citoyenne et votre combat contre le traité constitutionnel européen en 2005. Nous sommes le vendredi 28 décembre, veille d'une énième mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous allez manifester demain sur les Champs-Élysées? Est-ce que c'est le grand soir? Je ne pense pas que ce soit le grand soir. Je ne pense pas aller manifester. En fait, je n'avais pas fait la connexion. Je viens faire des entretiens. Je vais avoir un entretien avec les gens de Rupture, un journal qui résiste à l'Union européenne. À mon avis, ces bagarres tous les samedis avec les CRS à la capitale, bon, c'est vrai, mettre la pression sur le pouvoir, mais sont un grand danger pour le mouvement. C'est trop tôt. Il faudrait arriver, à mon avis, à faire pression de façon plus douce et plus diffuse sur le territoire, comme c'est le cas le reste de la semaine, et de façon beaucoup plus révolutionnaire, subversive et intéressante. Alors que la castagne avec les CRS me paraît être extrêmement dangereuse et contre-productive. Mais bon, je me trompe peut-être, de toute façon, ce n'est pas à moi de décider ça, les choses adviennent que pourra. Mais ce que je vois, ce que je vis sur les ronds-points, sur les péages, sur les carrefours, est beaucoup plus intéressant et prometteur, révolutionnaire, exemplaire que ce que je vois dans la capitale le samedi. Comment voyez-vous l'avenir des Gilets jaunes? C'est difficile de prévoir l'avenir, mais ce que je vois monter est enthousiasmant, avec plein de risques que ça capote, que ça merdouille, mais vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de monter. En fait, ce que font les Gilets jaunes, ce qui m'intéresse dans ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce que les autres devraient faire. Ils sont exemplaires. Exaspérés par une pression financière et sociale terrible. Donc c'est des gens très pauvres, hein, souvent. Pas toujours, je sais, mais très souvent, c'est des gens qui décrivent des conditions de vie. Je me vois pas vivre comme ça. Donc c'est vraiment exaspéré par une difficulté à vivre terrible et révolté par l'indécence, l'obscénité des riches à étaler leur luxe et leurs privilèges. Ils sortent de chez eux. Les Gilets jaunes, d'abord, ils sortent de chez eux. Tout le monde devrait faire ça. Ils sortent de chez eux et ils vont sur des lieux publics de passage, des lieux de passage où il fait froid, où il pleut. Ils y restent même la nuit. Donc ils y restent de façon obstinée et ils font société. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent entre eux et les scènes sociales qu'il y a sur les ronds-points sont très, très émouvantes, très, très chaleureuses, très, très aimables. Et quand ils en parlent, ils reviennent avec plaisir, ils y reviennent, c'est une espèce de nouvelle famille, de la société au sens familial du terme. Et donc ils sortent de chez eux, ils font société sur des lieux publics, malgré les intempéries, en d'abord protestant, en ralentissant les gens, parce que c'est tout ce qui est à leur portée. Mais en fait, leurs actions se sont transformées. Chez nous, dans le Midi, là, moi où je suis, ça arrive très souvent, ils ouvrent les péages des autoroutes et rendent les autoroutes gratuites. C'est-à-dire qu'en fait, ils rendent un service public, puisque, de mon point de vue, les autoroutes devraient être gratuites. Nous les avons payées depuis longtemps. Et dès que nous avons fini de les payer avec nos impôts, les gredins qui nous dirigent les ont
vendus, mais quasiment donnés à vil prix. En tout cas, il y a un rapport de la Cour des comptes au vitriol sur ce sujet. Les ont donnés à leurs copains, des copains, leurs sponsors qui les font élire. Hein, donc c'est un retour d'ascenseur, c'est absolument scandaleux. Et les gredins en question, les canailles qui ont acheté les autoroutes, maintenant nous raquettent avec des péages dont l'augmentation des tarifs est scandaleuse. Et donc les Gilets jaunes libèrent les autoroutes et ils nous facilitent la vie, c'est-à-dire qu'on roule mieux et ça devient gratuit. Et ça, c'est des actions qui ne sont pas impopulaires et qui créent une pression. Il y a d'autres actions comme celle-là. Et donc, ils ont des actions pour montrer qu'ils existent. Ils mettent un gilet jaune qui est comme un étendard de résistance à l'oppression, parce que c'est une oppression qui les met dehors. Et premier point absolument décisif, ils sortent en décidant de cacher leurs éventuels étendards partisans. C'est-à-dire que s'il y en a qui étaient de gauche, ils sont priés de ne pas le dire. S'il y en a qui étaient de droite, ils sont priés de ne pas le dire. S'ils étaient du centre, ils sont priés de ne pas le dire. Révoltés par tant de trahison de leurs représentants, ils ne veulent plus entendre parler de politiciens. Ils disent on ne veut plus de politique. Alors politique, à mon avis, ils se trompent de mots parce qu'ils ne veulent plus de politiciens, ils ne veulent plus de professionnels de la politique. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est très politique, au meilleur sens du terme. Ce qu'ils font est extrêmement politique. Mais donc ils ne veulent plus de politiciens et ce faisant, c'est vraiment très important, ils se mettent à l'abri de la zizanie. Ils se mettent à l'abri de nos habituelles disputes, querelles infinies politiciennes et législatives. Vous allez voir quand je vais revenir sur ce mot-là. Nous avons l'habitude, je sors un peu des gilets jaunes, mais les gilets jaunes sont dans le même bain, nous avons l'habitude, dans nos discussions, en famille, dans l'entreprise, nous avons l'habitude de nous disputer sur les sujets du moment, qui sont tous des sujets législatifs. Quelles sont les décisions que nous avons à prendre? Quelles sont les lois qu'il faudrait prendre dans l'intérêt général? Voilà nos discussions. Nos discussions sont législatives. Et elles n'ont pratiquement pas d'intérêt, puisque nous sommes dans une impuissance totale. Nous ne pouvons pas décider quoi que ce soit en matière législative. Ce n'est pas nous qui décidons, ce sont des élus. Ce sont des espèces de surhommes à qui nous donnons toute notre souveraineté, tout notre pouvoir de voter, nous le donnons en élisant. Quand nous élisons, quand on met un bulletin en disant « toi, je veux que ce soit toi qui sois l'élu », quand je fais ce geste-là, je renonce totalement à voter. Et dans ce contexte-là, c'est trop long on va juste revenir sur les gilets jaunes. Est-ce que vous pensez complètement, mais est-ce que vous pensez que ils sont assez forts, assez puissants pour monter dans leur, pour que leurs revendications soient mieux écoutées du pouvoir? Oui, pourquoi pas. Il suffit qu'ils soient de plus en plus nombreux. Mais justement, je finis ce que je vous disais. Ces discussions sur le législatif nous conduisent à être sans arrêt pas d'accord. Et ça empêche d'avoir un mouvement unitaire. Parce que vous avez toutes les idées de gauche, toutes les idées de droite, avec une détestation viscérale entre deux camps, et qui nous empêche d'être vers un objectif. Or, ce que font les Gilets jaunes en cachant volontairement leurs étendards, c'est qu'ils rendent possible un mouvement unitaire. Et ça va, je pense que si ça continue, si ça arrive à grandir, ça va être s'il n'y a pas un parti qui se glisse dedans et qui sème la zizanie, en disant il ne faut pas qu'il y ait des... Si c'est un parti de droite qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens de gauche, ou si c'est un parti de gauche qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens de droite, s'ils arrivent à éviter cette zizanie politicienne, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Apolitique et sans les syndicats aussi. Et sans les syndicats, parce que les syndicats aussi vont dire il ne faut pas qu'il y ait les syndicats de l'autre bord, enfin ils sont très clivants aussi, hein, les syndicats. Le deuxième point absolument décisif, c'est qu'ils ont fait une liste, donc ils sont sortis, donc ils se sont mis à chercher ce qu'ils voulaient. Et ils ont créé une liste de doléances. Des doléances, ce sont des requêtes, des prières qui viennent d'en bas et qui sont destinées à un élu,
Les États généraux en 1789. Les États généraux, voilà, mais partout dans le monde, hein, quand les gens se révoltent, ils réclament des décisions législatives. Donc la liste des doléances, c'est des requêtes adressées à un pouvoir supérieur, à l'élu, aux élus, et on leur demande, s'il vous plaît, un peu moins d'impôts, un peu plus de salaire, un peu moins de destruction de services publics, ne détruisez pas, arrêtez de détruire les hôpitaux. Bon. Toute la liste des doléances qui est tout à fait intéressante, hein, les doléances des Gilets jaunes, c'est construit et ça correspond aux décisions qu'il faudrait prendre. Mais toutes ces doléances sont législatives. Sauf qu'au milieu, il y en a une, c'est une pépite, elle n'est pas législative, c'est le référendum d'initiative citoyenne, et elle est constituante. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi à prendre, c'est une façon de décider les lois. Et pas n'importe quelle façon, c'est une façon de décider les lois qui fait que le peuple lui-même, de sa propre initiative, peut décider des sujets qui sont importants pour lui, sans que ce soit imposé par les élus. C'est lui, de sa propre initiative, dit « je veux pouvoir dire quels sont les sujets qui m'intéressent et interroger mes semblables sur ces sujets ». Et le peuple se prononçant sur ces questions, prenant la décision, oui ou non, acceptant validant ou pas cette question, émet une norme qui va devenir le droit. Donc j'aimerais que vous me parliez donc de ce RIC. Quelles seraient les modalités concrètes de ce RIC? C'est pas à moi de décider de ça. J'ai écrit des choses là-dessus parce que j'y travaille depuis longtemps. Et je fais des ateliers constituants et les ateliers constituants parce que je prétends que nous devrions écrire non pas seulement le RIC, mais les humains, qui sont pratiquement tous globalement des représentés. On va rester sur le RIC. Oui, mais ça s'inscrit dans un ensemble. Et donc, quand les représentés devraient écrire les règles de la représentation, et pour s'entraîner, on fait des ateliers, concrètement, sur l'écriture de la Constitution. Et on commence toujours, pratiquement toujours, on commence par le RIC. Donc, depuis 10 ans, quand nous faisons des ateliers constituants, on commence par le RIC parce que c'est le plus simple, c'est le plus performant, c'est là qu'on règle le plus de problèmes très vite. Et c'est une première marche vers toute une réflexion constituante sur la monnaie, sur les médias, etc. Comment vous l'organiseriez de façon idéale, vous? Alors, je n'ai pas fini sur ce que mais bon, on y reviendra peut-être, mais il y a autre chose qui est tout à fait décisif sur les Gilets jaunes, sur leur façon d'appréhender les problèmes. Alors, parlons du RIC si vous voulez. Le RIC, c'est donc la possibilité pour un groupe de personnes, pour une personne ou pour un groupe de personnes, de poser une question à l'ensemble de ses congénères, de ses concitoyens. Il s'agit de savoir, une des premières questions à se poser, c'est combien de personnes sont légitimes pour poser la question. En Italie, en Suisse, c'est 100 000, 500 000. Ça pourrait être 1 million, ça pourrait être 1000. C'est à nous de décider. C'est à nous. Moi, je dirais qu'une personne devrait pouvoir poser la question. Alors évidemment, si une personne peut poser une question à tous les Français, aux 40 millions d'électeurs, si on ne met pas de filtre, il va y en avoir trop. Il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de questions, et là, ça va tuer l'institution. Donc il faut mettre des filtres. Or, il me semble qu'il faut qu'il n'y ait aucun filtre oligarchique. Il ne faut pas qu'il y ait de filtre de Conseil d'État, Conseil constitutionnel, même le Parlement. Enfin, aucun filtre devrait pouvoir se mettre en travers de la volonté populaire, de la souveraineté populaire. Et par contre, on peut imaginer un filtre par une chambre, on appelle ça la chambre du référendum, qui serait tirée au sort, donc qui serait composée de simples citoyens, et dont la mission serait d'écouter les idées, les initiatives individuelles. Donc il y aurait deux possibilités de lancer une initiative. Soit on a réussi à réunir 100 000 personnes autour de cette idée, et là il n'y a pas de filtre, ça devient automatiquement une question posée à l'ensemble de la population. Soit on est tout seul, parce qu'on peut être tout seul et avoir une très bonne idée, une idée géniale, une idée utile au bien commun, mais on n'a pas le charisme, on est intimidé quand il y a beaucoup de monde, on n'arrive pas à réunir 100 000 personnes. Et donc cette chambre du référendum aurait comme mission d'écouter, elle devrait 1 heure d'écoute, d'audition à tout citoyen qui le voudrait. Il y aurait une chambre du référendum par département, par exemple, et puis on pourrait les multiplier s'il y a plus de demandes. Et donc, la chambre du référendum écoute cette personne
qui présente son initiative, qui dit pourquoi c'est intéressant, on la lit ensemble. Si au bout d'une heure, la question paraît intéressante, mais on n'en a pas fait le tour, la Chambre est légitime pour dire bon, on vous donne 1 heure de plus ou 2, enfin le temps qui est nécessaire, elle est souveraine pour décider ça. Et une fois qu'elle a compris l'initiative, c'est-à-dire la proposition qui est faite, elle juge, donc elle débat. Dans la Chambre, il y a un débat et un vote. Et elle décide soit de rejeter l'initiative parce qu'on l'a déjà vue, ou parce que c'est pas raisonnable, parce que c'est pas sérieux, parce que ça paraît pas, c'est pas bien ficelé, c'est pas bien écrit. Soit elle estime que c'est une bonne question qui est prête et elle l'inscrit dans le calendrier des référendums. Le calendrier des référendums, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait... En Suisse, ils ont 4 jours par an où ils votent. Et quand ils votent, à chacune des journées, ils votent pour toutes les questions qui sont en cours. Et ça peut être une dizaine, vingtaine de questions. Hein. Donc ils répondent à plusieurs questions. Et les Suisses savent très bien que sur ces 10 questions, 20 questions, sur ces 10 questions, il y en a 8 qui sont des questions avec pas beaucoup d'intérêt, quoi. C'est des questions catégorielles. Mais les Suisses savent très bien que sur ces 10, il y en a 2 qui sont importantes. Par exemple, il y a une question qui dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour abroger la loi sur les retraites ?» En 2010, ils l'ont fait, ça. Hein. Il y a une loi sur les retraites, comme chez nous. Chez nous aussi, on a une loi qui a dégradé les conditions de la retraite, qui a augmenté l'âge de la retraite. Donc c'est totalement contraire à l'intérêt général. Et nous n'avons aucun moyen de résister. En France, on n'a absolument aucun moyen de résister à un abus de pouvoir comme celui qui a été fait en 2010 contre les retraites. Les Suisses ont été agressés, comme nous, par leurs représentants, qui ont voté eux aussi une dégradation des conditions de la retraite. Et par référendum d'initiative populaire, dans les semaines qui ont suivi, ils ont posé la question, est-ce que vous êtes d'accord pour l'abroger? Les Suisses ont dit oui, oui on abroge, et la loi a été détruite. Donc, en Suisse, ils ont 4 jours. Nous, on pourrait en prévoir 2 ou 4, peu importe, mais ce seraient des jours fériés, chômés, payés, qui permettraient de Et ça serait des participer référendums d'initiative populaire. Ce serait des référendums que sur le territoire national, pas par département? On peut imaginer des référendums au niveau national ou local, bien sûr. D'accord. Vous parliez de la Suisse et de l'Italie. Est-ce que la France doit prendre exemple sur ces pays? À mon avis, elle va aller beaucoup plus loin. Ce à quoi sont en train de réfléchir les Gilets jaunes, c'est beaucoup plus révolutionnaire que ce qu'on voit dans les autres pays. Parce qu'on prend souvent comme exemple de la démocratie directe la Suisse. Ce n'est pas une démocratie directe. Hein. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est un moment de démocratie directe, mais ça se passe dans le cadre général d'un gouvernement représentatif. D'ailleurs, ça n'a d'intérêt que dans le cadre d'un gouvernement représentatif. Si vous êtes dans un pays où il y a une démocratie directe, par exemple, vous êtes dans un canton suisse où on vote les lois à main levée, et ça existe encore, donc toutes les lois sont votées dans ce canton par les Suisses à main levée. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de référendum d'initiative populaire, puisque nous votons déjà toutes nos lois. C'est dans un régime dans lequel nous avons décidé, parce qu'on n'a pas envie de faire la politique tout le temps, on a envie de mener une vie normale sans faire la politique tout le temps, donc on décide d'avoir des représentants qui votent les lois à notre place, mais le référendum d'initiative populaire permet de garder la main. Quand nous estimons que les représentants sont en train de nous trahir, en tout cas de ne pas faire ce qu'on veut, ils sont en train de nous imposer une loi dont on ne veut pas, par référendum d'initiative populaire, on peut l'abroger. Donc c'est sur les cas particuliers que nous pouvons reprendre la main. Quand les élus refusent de nous donner une loi dont nous voudrions, et puis obstinément ils nous la refusent, par référendum d'initiative populaire, nous pouvons imposer une loi. Imposer une loi, ou quand je dis abroger une loi, ça peut être abroger un traité aussi. Hein. Donc c'est lois, règlements, traités, toutes les normes juridiques, nous pouvons les abroger par référendum d'initiative, y compris les traités, hein, bien sûr. Pensez-vous vraiment que sur tous les sujets, le référendum est une bonne chose? Oui, mais bon, c'est mon point de vue, c'est pas à moi d'en décider, puisque ce que je dis, c'est que le processus constituant devrait être démocratique. C'est-à-dire que c'est aux représentés eux-mêmes de définir, c'est aux représentés eux-mêmes de définir les règles de la représentation. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de représentation. Le problème des humains sur Terre, partout sur Terre, à toutes les époques, depuis 200 ans, c'est que les constitutions sont écrites par les professionnels de la politique. Les constitutions que devraient craindre les professionnels de la politique. Les constitutions, elles sont pensées, l'idée de la constitution, c'est un texte qui est un contrat social normalement entre les représentants, les citoyens, qui mettent en place des élus, mais la constitution est au-dessus d'eux, pour que les élus votent nos lois, mais sans abuser du pouvoir. Et c'est la Constitution qu'ils devraient craindre
qui devraient être capables de les punir. Or, nous laissons les constitutions écrire, nous laissons les représentants écrire la constitution. Donc, ils écrivent des fausses constitutions dans lesquelles ils instituent leur puissance et notre impuissance. Et donc, c'est pas... vous me demandiez, est-ce que le référendum d'initiative populaire doit être sans limite? Est-ce qu'il faut des garde-fous, ou bien est-ce que dans tous les domaines, eh bien... justement, là, comme le craignait Tocqueville, ne risque-t-on pas de voir une tyrannie de la majorité? C'est paradoxal quand même comme question. Enfin, vous vous rendez compte parce que si vous considérez que la majorité peut être tyrannique, ça devrait vous choquer encore plus que ce soit une minorité qui soit tyrannique, non? Qu'est-ce que ça veut dire tyrannique? Ça veut dire qu'il décide tout sans tenir compte de la vie des autres. Il me semble que dans une démocratie pas représentative, donc une démocratie où nous voterions nos lois, loi par loi. Donc c'est sur une loi, par exemple sur le nucléaire, vous prenez le nucléaire, sur le nucléaire, nous allons, entre l'initiative qui se propose et le vote de l'initiative, il va falloir qu'il y ait un temps de débat. Tel que je l'ai écrit moi, je prévois 6 mois au moins. Et je pense qu'on aurait pu mettre 1 an au moins pour être sûr qu'on ne réagisse pas, que le vote du référendum ne vienne pas sur le coup de l'émotion. Mais 1 mois de débat contradictoires où sont mis en scène les conflits, où vous avez sur la télévision du référendum que nous instituons, ou sur le site du référendum que nous instituons, nous montrons des experts qui sont pour le nucléaire, qui viennent avec leurs arguments pour, qui se bagarrent avec des experts qui sont contre le nucléaire, avec leurs arguments contre. Et non seulement ils exposent d'abord leurs arguments, puis ensuite ils viennent se disputer, donc avoir des controverses. Ça, c'est extrêmement éclairant pour l'opinion. C'est très pédagogique de mettre en scène les conflits pour éclairer l'opinion. Vous faites ça pendant 6 mois de débats contradictoires sur le nucléaire. Vous n'interrogez plus des gens qui ne connaissaient rien au nucléaire. Au bout de 6 mois ou 1 an, vous avez des gens qui commencent à connaître les tenants et les aboutissants. Et dans ce contexte-là, je ne vois pas pourquoi on interdirait à une population, si on a mis en place des conditions qui éclairent l'opinion, je ne vois pas pourquoi on lui interdirait, par exemple en Italie, ils ont un référendum d'initiative populaire, mais qui ne peut pas s'exercer en matière fiscale. Mais ça tombe mal parce que nous, on a plein d'idées en matière fiscale, de modification de notre propre initiative. Et je ne vois pas... Alors, je voudrais bien qu'on me mette en face quelqu'un, un oligarque, quoi, un voleur de pouvoir, qui dit « Non, non, pas du tout, le peuple ne peut pas décider en matière fiscale ». J'attends de pied ferme les arguments qui vont légitimer ce point de vue. Qui es-tu, citoyen, pour prétendre que le peuple n'est pas souverain en telle matière? Que le peuple décide lui-même qu'il n'est pas souverain en telle matière, je veux bien. Si les assemblées constituantes, commune par commune, après en délibérer, décident qu'il y a des sujets qui sont dangereux, nous interdisons à nous-mêmes d'opiner sur ces questions. Si les humains le décident eux-mêmes, ça me va. Mais qu'un oligarque, qu'une personne qui n'est pas plus légitime que moi pour opiner sur cette question, pour donner son opinion, qui es-tu, citoyen, pour dire sur la peine de mort, le peuple n'est pas souverain? J'aurais une autre question. Donc, pour prendre quelques exemples, la question de l'IVG en Irlande a été soumise plusieurs fois au référendum, jusqu'à qu'elle soit acceptée. La question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie a été posée plusieurs fois. L'utilisation des référendums n'est-elle pas aussi un risque, finalement? Et en quoi est-ce que c'est un risque de poser la question aux gens? Je vous rappelle que ce dont on parle là, c'est du référendum d'initiative populaire. Si des initiatives populaires reviennent à répétition, à chaque fois, vous avez cette période de débat dont je parlais. Parce que dans les institutions... Donc il y a référendum et référendum. Mais bien sûr, il y a référendum et référendum. Le référendum à l'initiative du prince, comme tous ces référendums dont on nous afflige sur l'Union européenne, qui sont des faux et dont il n'est pas tenu compte, sont pas du tout le même sujet que le référendum d'initiative citoyenne. Les réactions politiques à cette proposition de RIC ont rapidement attisé les peurs en parlant de référendum sur la peine de mort, sur l'immigration, sur le mariage homosexuel. Rouge habituel. Vous qui vous dites de gauche, vous accepteriez donc ces décisions populaires, car l'idéologie majoritaire en France a l'air plutôt de droite en ce moment. Est-ce que vous les accepteriez? Tout à fait, ça c'est une super question ça. Merci. C'est vraiment une question importante parce que
c'est parfaitement exact. Je suis contre la peine de mort, je suis évidemment pour que les femmes puissent avorter. Tout ça va de soi pour moi. Et il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens. Vous êtes pour le système qui mettrait en place donc un référendum qui permettrait de prendre des décisions contraires. Mais bien sûr, mais alors attendez, je vais vous dire quelque chose qui me paraît d'une évidence criante. Je suis démocrate, c'est-à-dire que je suis pour que les peuples décident eux-mêmes de leur destin, c'est-à-dire prennent eux-mêmes les décisions qu'ils considèrent comme les plus importantes. Et du même coup, si on est vraiment démocrate, si on est honnête, il faut s'attendre de temps en temps, sur certains sujets qui peuvent être importants, à ce que le peuple prenne des décisions qui ne soient pas celles que j'aurais prises. Sinon, si je suis démocrate que dans un système où toutes les décisions qui vont être prises vont dans le même sens que ce que je veux, c'est que je ne suis pas démocrate, je suis un tyran. Vous comprenez ce que je veux dire? Démocrate, mais au vrai sens du terme, je suis prêt à ce que, de temps en temps, le peuple prenne des décisions qui ne sont pas celles que j'aurais préférées. Mais il me semble que on peut se prémunir de la plupart des cas dangereux par cette période dont je vous parle entre l'initiative et le vote. Vous avez compris, hein? Donc il y a l'initiative, nous avons obtenu les 100 000 signatures. Ou bien j'ai une initiative individuelle et j'ai passé le cap de l'audition à la Chambre du référendum et qui valide mon initiative. À partir de là, il faut au moins 6 mois, ou peut-être au moins 1 an, ça peut être la Chambre du référendum qui décide du temps nécessaire en fonction des difficultés du sujet. Une campagne d'information. Une campagne d'information, voilà. Mais d'information contradictoire, complète et honnête, pendant laquelle on met en scène... C'est un petit peu compliqué, ça. Non, c'est pas compliqué, ça. Une campagne d'information... complète, honnête. Pourquoi c'est compliqué? La Chambre du référendum qui est tirée au sort, qui peut comporter 200 ou 300 personnes, son boulot, une de ses missions, c'est de s'assurer de la qualité de ce débat. Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Non, on n'est pas compliqué. On a une chaîne dédiée au référendum, une chaîne de télévision avec tous les moyens nécessaires pour mettre en scène ces conflits, éclairer l'opinion. Qu'est-ce qui est compliqué? Les gens, les journalistes, les experts ont des idéologies. Oui, voilà, et qui sont contradictoires. Donc, il y a des, par exemple, si on parle de... qu'est-ce qu'on peut prendre comme sujet très polémique? L'euthanasie. Un sujet qui est très controversé, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, avec plein d'arguments, il y a des arguments pour et des arguments contre. Et quand on va démarrer le sujet, au moment de l'initiative, les gens sont juste pas au courant, pas bien au courant. Pour l'instant, ils vont voter comme ce qu'ils voient dans les médias mainstream, c'est-à-dire les médias achetés par les plus riches aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il faudra dire un mot des médias, parce que dans le contexte actuel médiatique, le risque serait très dangereux, parce que les médias achetés par 9... Donc, tous les journaux du pays, les journaux papier du pays, ont été achetés par 9 milliardaires. Une catastrophe pour la qualité des votes et la qualité de l'opinion. Mais donc, dans ce contexte-là, les journaux sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter par référendum d'initiative citoyenne contre nos intérêts. Donc, il faudra absolument que... mais d'ailleurs, c'est le cas. Hein, nous avons écrit dans les institutions sur lesquelles nous réfléchissons pour le RIC, avec les Gilets jaunes, là, nous avons écrit un article spécialement sur les médias pour empêcher que les riches achètent les médias. Alors, moi je propose une possibilité, mais il y en a d'autres, hein, pour rendre les journalistes indépendants, mais il y a une des possibilités qui je trouve est assez puissante, qui consiste à dire que, et ça c'est dans la Constitution, au plus haut niveau du droit, qu'on écrit tous les médias, en France, hein, dans le pays, France ça veut dire libre, hein, tous les médias appartiennent forcément à leurs journalistes et employés, pas seulement les journalistes. Et autrement dit, aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média. C'est interdit. Et, dernier point, tous les propriétaires actuels des médias, donc ils sont 9, tous les propriétaires actuels des médias doivent aujourd'hui céder gratuitement leurs médias à leurs journalistes et employés. Si nous mettons correctement en scène les conflits, si nous donnons le spectacle, à Athènes, la tragédie athénienne servait à ça. Elle servait à montrer aux citoyens, jeunes et vieux, elle servait à leur montrer le bien caricaturé, le mal caricaturé, pour donner le spectacle des valeurs, pour former les gens. Chacun des débats sur les référendums, chacun des débats où nous allons voir, par exemple sur l'euthanasie, tous les arguments du pour, tous les arguments du contre, et puis l'opposition avec plusieurs acteurs différents, pendant 6 mois, oui, bien sûr, il restera le risque d'une erreur, bien sûr.
Mais quoi? Vous pensez que les élus, actuellement, ne se trompent pas? Les élus se trompent tout le temps. Enfin, ils font même des horreurs. Vous avez vu, ils viennent de désindexer les retraites. C'est un crime. Ils viennent de désindexer les retraites. Les vieilles dames que je vois sur les ronds-points qui sortent parce qu'elles n'en peuvent plus, elles crèvent, elles ont 500, 600 euros de retraite. Donc 600 euros de retraite. Et les élus qui vivent dans le luxe, un luxe inouï, un luxe, et gagnent 10 fois plus que cette vieille dame. Qu'est-ce que je dis 30 fois plus que cette vieille dame. Ils gagnent 15 000 euros contre 500. Donc, vivant dans un luxe inouï, ces élus sont en train de les plonger dans la misère en disant chaque fois qu'il va y avoir de l'inflation, ça va vous le diminuer, votre retraite va diminuer au lieu d'être indexée. Indexée, ça veut dire que quand il y a une augmentation des prix de 2%, la retraite augmente de 2%. Alors, au moins, tu t'enrichis pas, tu t'appauvris pas, au moins tu as maintenu un pouvoir d'achat. Quand on désindexe les retraites, et il l'avait déjà fait sur les salaires, c'est déjà des socialistes qui avaient désindexé. C'est criminel. Et donc, on nous fait peur avec des chiffons rouges qui valent rien, quoi. Alors, nous allons enfin pouvoir prendre des décisions conformes à nos intérêts. Donc, si la population française rétablissait la peine de mort, ça suffit avec le ces peuple chiffons aurait rouges. raison. Mais pourquoi vous acceptez de polariser la question là-dessus? Non, mais je vous pose juste la question. Oui, mais c'est tout le temps la même, vous comprenez? Quand on envisage le problème de la souveraineté populaire, on nous renvoie sans arrêt à cette espèce de chiffon rouge selon lequel le peuple serait bestial, brutal, grossier. Enfin, c'est tout à fait humiliant et contraire à la réalité. Les Suisses viennent d'avoir une initiative pour le rétablissement de la peine de mort, ils l'ont refusée. Le peuple grossier, brutal, etc., n'est pas ce que les idiotocrates, ce que les voleurs de pouvoir voudraient faire croire. Non, 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 les humains ne vont pas voter pour le rétablissement de la peine de mort. Ceux qui disent ça sont des menteurs. D'autant que si vous avez bien expliqué les raisons. Moi, je suis contre la peine de mort, parce que j'ai des raisons pour ça. Il y a tout un argumentaire pour. Si vous avez bien expliqué les raisons, eh bien, si les gens votent quand même contre, c'est peut-être que vous avez tort, vous qui êtes, vous, comme moi, être contre la peine de mort. Peut-être que nous avons tort d'être contre la peine de mort. Excusez-moi, peut-être. Ben oui, quand même. Enfin, c'est incroyable ces gens qui se considèrent supérieurs à la volonté générale. Enfin, et si tel était le cas, si les Français rétablissaient la peine de mort, est-ce qu'ils vont la rétablir dans des cas pas très particuliers? Est-ce que ça serait possible de revenir dessus après? Évidemment. Mais c'est exactement, c'était la deuxième partie de ma réponse. Si malgré l'éclairage soigneux de l'opinion, par une mise en scène détaillée et honnête des arguments contraires, si malgré cette information, les gens opinent dans le sens du rétablissement de la peine de mort, ce qui, encore une fois, est un chiffon rouge qui ne correspond pas à la réalité. Hein. Mais en imaginant, pour que vous compreniez que même dans ce cas-là, ce n'est pas si dramatique, rien n'empêche de reposer la question par une autre initiative l'année suivante, et si l'expérience montre que les résultats de cette peine de mort rétablie ne change rien à la criminalité, et qu'en fait, parce que c'est un argument puissant ça, contre la peine de mort, c'est que la peine de mort ne change pas la criminalité. Les criminels ne sont pas sensibles à l'existence ou pas de la peine de mort, parce que c'est quand même un argument fort, et donc oui, nous allons peut-être nous tromper, mais bon sang, bonsoir, laissez-nous nous tromper. Oui, nous allons nous tromper. Mais qui sont ces voleurs de pouvoir? Qui sont ces gens qui se considèrent comme supérieurs à la volonté de tout un peuple? Mais c'est une arrogance incroyable quand même. Étienne Chouard, vos propositions, depuis donc qu'on parle tous les deux, ont l'air très bien. Ça fait penser donc la Suisse ou à Athènes. Mais c'est beaucoup mieux que la Suisse, ouais. D'accord. Et beaucoup mieux qu'Athènes, parce qu'il n'y a plus d'esclaves, les femmes votent. Par contre, est-ce que enfin, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu utopique. Mais c'est super que ce soit utopique. Les utopies, c'est ce qui n'a pas encore été essayé. Oui, mais il y a les utopies, c'est ce qui n'a pas. La suppression de l'esclavage. L'histoire de l'humanité, c'est de l'esclavage. Et tant qu'il y avait l'esclavage, sortir de l'esclavage, c'était une utopie. C'était une utopie. Le XXe siècle était aussi le siècle des utopies. Et alors, oui, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est jamais arrivé, quelque chose était beau, vous le rêviez, et c'est jamais arrivé, c'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça n'arrivera jamais.
Si vous ne croyez pas que c'est possible, ne découragez pas ceux qui sont en train de le faire. Nous sommes en train de penser à un monde différent. C'est utopique, c'est utopique. Là, vous êtes en train de partir perdant. Rien ne permet de penser que c'est perdu d'avance. Non, non. Vous pouvez être triste et imaginer que ça ne marchera jamais, et considérer que c'est une utopie, mais on peut avoir vous pensez pas que les oligarques dont vous parlez... ils ne se laisseront pas faire. Hein. Ils ne se laisseront pas faire, et on les comprend tant que nous sommes une poignée. Pour l'instant, nous sommes une poignée. Donc, tant que nous sommes une poignée, nous ne sommes pas légitimes pour imposer un changement de régime, de gouvernement, de la société. Si nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes pas légitimes. C'est pour ça qu'aller se castagner à Paris avec les CRS, alors qu'on est si peu nombreux et même pas sûr encore de nos revendications, alors qu'il y a quelque chose de aussi important qui est en train de se passer dans nos rangs, nous sommes en train de nous transformer, de devenir adultes politiques, c'est dommage, c'est trop tôt. Alors que si nous arrivons à polariser nos volontés sur le fait que nous voulons instituer nous-mêmes notre propre puissance politique, ça ne tient même pas besoin de 10 mots, nous voulons instituer nous-mêmes notre puissance politique. Il y en a marre de voir instituer la puissance politique par les représentants, ce qui fait que les représentants, toujours, dans tous les pays, à toutes les époques, instituent leur puissance, il y en a marre. On voudrait instituer nous-mêmes notre puissance politique. Quand vous voyez que sur les ronds-points, sur les péages, ils sont en train de s'approprier le référendum d'initiative populaire écrit par nous-mêmes, en toute matière, écrit par nous-mêmes, c'est très profondément subversif, ça. Mais il faut du temps pour que cette idée se répande, passe d'un rond-point à l'autre, soit mûrie, réfléchie, rédigée, amendée, corrigée. Il faut du temps pour que ça se passe, là. C'est trop tôt pour aller se friter avec les forces de l'ordre. Alors que quand on va être nombreux, écoutez ça, quand on va être nombreux à enfin vouloir la même chose, mais ça va advenir parce qu'on le veut. Quand un corps social veut, s'il est devenu largement majoritaire, alors là, nous devenons légitimes. Et là, la police... On va devoir accélérer. Excusez-moi. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que nous n'étions pas en démocratie. Bah évidemment qu'on n'est pas en démocratie. Enfin, vous croyez qu'on est en démocratie? Qu'est-ce que ça veut dire, démocratie? C'est quoi la démocratie? C'est un régime dans lequel le démos a du kratos, le peuple a du pouvoir. Et si vous êtes dans un régime dans lequel le peuple n'a aucun pouvoir... Donc la démocratie représentative... Mais c'est un oxymore. Enfin, non, pas forcément. Notre démocratie représentative actuelle, celle qui est écrite par les élus, celle qui est instituée par les élus, dans laquelle les élus instituent tout leur pouvoir et toute notre absence de pouvoir. Ça, c'est un oxymore, c'est du foutage de gueule de A à Z. Nous ne sommes pas en démocratie, on est dans un régime dans lequel il y a le peuple, le démos, n'a aucun pouvoir, aucun kratos. Donc ce n'est pas une démocratie. J'arrive à imaginer un régime représentatif à condition que ce soit les représentés qui écrivent les règles de la représentation. Et je l'ai vu encore dans un atelier constituant en Dordogne sur les règles de la représentation. Les gilets jaunes sont en train... C'est une caractéristique dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est absolument essentielle. Une des caractéristiques décisives, stratégiques des gilets jaunes, c'est quand ils se retrouvent sur les ronds-points, de se méfier des pouvoirs et de ne pas vouloir, de refuser d'avoir des représentants. C'est tout à fait décisif parce que c'est un très bon point de départ constituant. La vigilance par rapport aux représentants. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont toujours pas de représentants et ils sont en train d'écrire, avant de désigner les représentants, ils sont en train d'écrire les règles de représentation. Et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident comment ils vont les décider. On a fait un atelier là-dessus. Comment on désigne les acteurs? Est-ce qu'on les élit? Est-ce qu'on les tire au sort? Comment on désigne nos représentants? Quel mandat on leur donne? Donc on est sur un rond-point, hein, et quand on désigne 3, 4, 5 représentants, quel mandat on leur donne? Est-ce que c'est 3, 4, 5 représentants? Nous, on est 100 ou 150 sur les ronds-points, ils peuvent être 1000, hein. Inscrits, il y a une rotation. Hein, mais donc, sur les 100 ou 200 du rond-point, il y en a 3 ou 4 qui s'en vont pour nous représenter. Quel mandat on leur donne? Est-ce que c'est 2 ou 3 qui quittent le rond-point? Et ils sont exemplaires. Les gilets jaunes, ils sont en train de faire ce que nous, citoyens, nous devrions faire avec nos élus. Hein. Ils nous donnent l'exemple. Ils réfléchissent au mandat. Est-ce que ces représentants vont tout voter à notre place? Est-ce qu'ils vont réfléchir et décider à notre place, comme le font les élus pour nous aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'ils vont préparer les décisions et ils reviennent sur le rond-point, ils reviennent sur le péage et ils présentent la décision qu'ils ont. Et c'est nous qui la votons.
Non, mais ça, c'est tout à fait décisif de décider ça. Avant de désigner, on choisit le mandat qu'on va leur donner. Et puis, comment on les contrôle? Vous savez ce qu'ils ont imaginé, les gilets jaunes? Attends, c'est tout à fait spectaculaire. Ça devrait nous donner des idées, nous, les autres citoyens. Bientôt, on va tous être gilets jaunes. Je pense que si ils ne sont pas rongés par la zizanie, un grand risque pour les gilets jaunes, c'est la zizanie, les clivages politiciens. Mais s'ils ne sont pas rongés, ils sont en train de nous montrer la voie. Vous savez ce qu'ils ont inventé pour contrôler leurs élus, leurs représentants? Chaque représentant a, je ne sais pas ce que j'ai foutu de mon téléphone, il faudrait que je le montre, mais chaque représentant, et quand il est en mission de représentation, il doit partir, il l'écrit dans un article, il doit partir avec son téléphone et il crée pour chaque séance de négociation, de discussion, au nom de ceux du péage, il doit créer un live Facebook. Un live Facebook, il le met un peu loin sur un meuble pour qu'on voit à la fois le représentant en train de représenter et le négociateur, le gars qui est en face, pour voir s'il n'est pas en train de mentir, s'il n'est pas en train... Et les représentés exigent de voir... Écoutez ça, parce que c'est valable pour nous, avec nos élus. C'est pour ça que ça a posé problème pour des réunions avec Édouard Philippe. Ben oui, parce qu'Édouard Philippe a refusé, et le mandat du bonhomme, c'était de dire, si vous ne voulez pas, moi je ne représente plus, je m'en vais avec mon téléphone, et puis débrouillez-vous. C'est tout à fait remarquable. Ça, c'est absolument subversif parce que ça concerne les élus. Ça concerne nos représentants à grande échelle dans toute la société, élus locaux, élus nationaux. Donc, je disais, ils réfléchissent comment désigner les acteurs, quel mandat ils leur donnent, tout décider ou préparer seulement les décisions. Et puis, ils décident comment surveiller leurs représentants pendant qu'ils sont en train de les représenter, et puis comment ils les virent quand ils ne sont pas contents, avec une possibilité de leur propre initiative. Sur le rond-point, ils peuvent dire « Non, mais lui, il ne nous représente plus. Stop, basta ». Vous avez une conception aussi originale du droit de vote. Vous différenciez élection et vote. Mais bien sûr, vous dites « Quand j'élis, je renonce à voter ». Eh bien quand même, c'est pas évident. Avez-vous déjà voté une loi? Jamais de votre vie, jamais, et moi non plus. Nous n'avons... Donc vous votez pas? Mais vous non plus, personne ne vote. Nous élisons. Quand vous mettez un bulletin dans l'urne, il ne s'agit pas d'opiner sur une loi ou sur une autre. Donc la dernière fois que vous avez mis un bulletin dans l'urne, j'ai élu. Sauf si c'était un référendum. Quand c'est un référendum, nous votons. Parce que il s'agit de prendre une décision. La dernière fois, c'était au présidentiel. Et donc là, j'ai mis un bulletin et j'ai dit, toi, tu vas tout voter à ma place. Et pendant 5 ans, c'est lui qui va tout décider à ma place. Et ça n'est pas voter, c'est renoncer à voter. Je répète, élire, c'est renoncer à voter. Donc c'est tout à fait... La démocratie, ce serait des citoyens qui votent leurs lois. Alors que nous sommes dans un gouvernement représentatif dans lequel nous ne votons rien, nous élisons des maîtres qui vont tout voter à notre place. C'est une antidémocratie. La dernière fois que vous avez élu quelqu'un, c'était quand? C'était pour la présidentielle. Ah, donc vous avez... J'ai voté au premier tour. Deuxième, je n'ai pas voté. D'accord, vous avez voté au premier tour. Enfin, je n'ai pas voté. Pardon, excusez-moi. J'ai élu. D'accord. Ce qui n'est pas du tout pareil. Je n'ai pas voté. Quand on élit, on renonce à voter. Écoutez bien ça. Non, mais c'est super important. Vous ne pouvez pas penser à l'endroit avec des... Écoutez bien, vous ne pouvez pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Quand le mot est mis à l'envers, quand vous appelez démocratie un régime qui est son strict contraire, vous n'arrivez pas à penser. Vous n'arrivez pas à vous dire ce qu'il me faut, c'est la démocratie. Parce qu'on vous dit, mais la démocratie, mon vieux, vous l'avez. On vous a mis... Écoutez bien ça. On vous a mis une étiquette fallacieuse qui fait que vous n'arrivez pas à penser. Vous avez déclaré 200 ans d'échec de suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique. Oui. Vous voyez pas ce résultat? Vous voulez depuis la Révolution française, les riches achètent le pouvoir politique, absolument. Donc c'était mieux avant la Révolution. Je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit qu'on a changé de... C'est pas une insinuation. On a changé de maître. Nous étions dominés par le clergé et la noblesse. Les grands marchands qui avaient du pouvoir économique mais qui n'avaient pas de pouvoir politique. Les grands marchands dans l'Ancien Régime ne pouvaient pas écrire les lois. Les grands marchands dans l'Ancien Régime ne pouvaient pas écrire les lois. Ils étaient soumis à l'arbitraire du roi, de la monarchie absolue. Et donc quand ils ont renversé le peuple, quand ils ont renversé l'Ancien Régime, en agitant le peuple, agiter le peuple avant de s'en servir, disait Talleyrand, ils ont pris leur place et nous avons changé de maître. Et je peux vous dire, le début de ce régime était quand même assez, c'est plus que pénible, assez cruel. Le 19e siècle, là, c'est le début du capitalisme, c'est-à-dire c'est le droit écrit par les grands marchands. Les grands marchands ont pris le pouvoir d'écrire la Constitution, de choisir l'élection qui leur permet de désigner leurs serviteurs, puisque quand on désigne des maîtres, parmi des candidats
qu'on peut aider, n'importe qui, je crois, comprend que celui qui a les moyens d'aider, le très très riche qui a les moyens d'aider, il va aider plus que les autres et il va gagner l'élection. Et c'est ça qui fait que l'élection donne le pouvoir aux riches. C'est parce que nous élisons parmi des candidats qu'on peut aider. Or, si on peut aider, ça donne les moyens, ça donne le moyen de gagner à celui qui a le plus de moyens d'aider. Vous traitez les citoyens français, dont vous-même, comme enfants. On n'est pas citoyen du tout. On est des électeurs. Donc on est hétéronome, c'est-à-dire qu'on subit le droit écrit par quelqu'un d'autre, par nos élus qui sont supérieurs. Quand vous élisez quelqu'un, vous le mettez au-dessus. Élire, c'est choisir le meilleur. Et c'est aristocratique. La Cinquième République. Complètement oligarchique, aristocratique, totalement antidémocratique. Corrigez-moi si je me trompe, mais elle n'a pas été établie avec un référendum en 1958 ? Bien sûr qu'il y a eu un référendum en 1958, oui. Un référendum avec des bruits de bottes à l'extérieur. Il y avait une menace de coup d'État de parachutiste. Hein. C'est littéralement un coup d'État avec une menace militaire. C'est un vrai vote, c'est un vrai référendum. Vous trouvez ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Et en plus, tous les gens qui ont voté, qui ont écrit ce texte et qui ont voté, ils sont morts aujourd'hui. Hein. Ils sont tous morts. C'est-à-dire que là, les morts gouvernent les vivants. Hein. La Constitution de 58... elle a été et alors, 20 fois révisée. Révisée sans nous. Donc tout ça est fait au rebours du... Elle a été révisée avec un référendum, d'ailleurs, sur le quinquennat et le septennat. Sur le quinquennat, le septennat, ou sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Mais c'est du foutage de gueule, tout ça. Enfin, c'est pas là que se joue la souveraineté ou la non-souveraineté. C'est des détails... C'est des détails qui ont des conséquences considérables, mais qui sont pas du tout décisifs sur le fait de savoir si on est en démocratie, pas en démocratie. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on vote, c'est quand même facile de nous mettre la tête à l'envers avec des médias qui nous bourrent le crâne avec des contre-vérités, et on arrive à voter contre nos intérêts. Enfin, les exemples sont légion. Et l'important dans une constitution, c'est pas qui vote. L'important, c'est pas qui vote. Vous voyez bien que nous arrivons à voter contre nos propres intérêts. Nous avons voté à Maastricht, nous avons voté oui. Moi, j'ai voté oui à Maastricht, alors que c'est du dol. Il y a un dol à Maastricht. Nous n'avons pas eu le débat qui aurait été nécessaire sur l'article 104. 104, super important. Hein. L'article 104, c'est celui qui interdit aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale, à taux zéro, sans charge d'intérêt, et qui oblige les États à emprunter auprès des banques privées avec intérêt. Ce truc-là a fabriqué la dette publique de toutes pièces. C'est une construction politique oppressive, la dette publique. Et on a obtenu de nous, parce qu'on nous l'a caché, et si on nous l'a caché, c'est un dol, c'est un vice du consentement. Le consentement que j'ai donné en 92 à Maastricht, il a été vicié. Il devrait être, le contrat est nul et non avenu. Je ne me sens pas du tout engagé par Maastricht parce qu'on m'a trompé. On ne m'a pas dit, on n'a pas eu le débat sur 104. Pourquoi il y a 104 ? Ça sert à quoi 104 ? Comment ça se fait qu'on interdise à l'État d'emprunter à taux zéro alors que c'est si facile ? Et ça nous aurait dispensé de la dette. C'est sûr que ça n'aurait pas enrichi les banquiers, mais est-ce qu'on vote Maastricht pour l'intérêt des banquiers ou pour l'intérêt général ? Donc il y a eu dol à ce moment-là. Vous voyez bien que l'important, c'est pas qui vote les constitutions. Quand il y a un référendum, ça ne suffit pas. Toutes les escroqueries sont possibles. L'important, c'est qui écrit les constitutions. D'accord. Étienne Chouard, que faites-vous ? Oui, mais c'est super important. Hein. Que faites-vous concrètement pour changer les choses à votre niveau ? Eh ben, je développe une théorie, donc une thèse théorique, une pensée, et je la vérifie avec des ateliers pratiques. C'est-à-dire que je vérifie avec des citoyens que oui, c'est possible. Nous sommes capables d'écrire des articles de constitution qui nous libèrent. Et donc vous allez aussi sur les ronds-points pour... Alors ça, c'est Gilets jaunes, c'est tout récent, mais ça fait 10 ans que je fais des ateliers constituants et qu'on s'entraîne et que je fais la démonstration avec mes congénères humains que c'est une idée qui marche. Et il faut simplement qu'on s'en empare, quoi. J'aimerais aborder le côté un peu sulfureux qui ne va pas trop vous plaire. En fait, ce qui dérange chez vous, ce ne sont pas tellement vos idées sur donc le RIC, mais c'est surtout les personnes qui partagent certaines de vos idées. Mais non, c'est pas ça. C'est ça. Le message est invulnérable. Il est d'une puissance inouïe. Il est extraordinairement subversif. Le message que je viens de vous donner, il est extraordinairement subversif. Si on veut s'émanciper de nos maîtres, si on veut qu'il n'y ait plus de tyrans, il faut que nous écrivions nous-mêmes les règles de la représentation. Ça, c'est anti-tyrannique. Vous m'entendez ? C'est anti-fasciste. Il n'y a plus de fascisme au sens large, hein, je ne parle pas du fascisme historique, mais il n'y a plus de tyrannie possible dans un peuple qui est devenu constituant. Ça, c'est le message.
C'est impossible pour un parlementaire d'argumenter contre ça. Le message est trop fort, il est trop subversif. Alors quand vous ne pouvez pas vous en prendre au message, vous déboulonnez le messager et vous lui dites il a des fréquentations, je ne sais pas quoi, il mange des enfants, je ne sais pas ce qu'il fait. Vous avez dit au journal Le Monde au sujet d'Alain Soral, pour moi Alain Soral est à gauche parce qu'il se bat contre les privilèges, c'est un résistant. Et alors, oui, c'est un résistant. Oui, c'est vrai que c'est un résistant. Et alors, c'est un résistant. Écoutez bien ça. Et alors, vous ne disiez pas être proche d'Alain Soral. Mais je ne suis pas proche d'Alain Soral du tout. Mais dans la résistance pendant la guerre, il y avait des communistes qui se battaient avec des maurassiens. Vous m'entendez, des maurassiens? Des maurassiens, c'est la droite de la droite la plus dure, hein, des maurassiens. Ça vous gêne pas? Ben non, c'est pas gênant. C'est-à-dire que quand le pays est en survie, oui, les communistes se mettent avec des maurassiens. De Gaulle était maurassien. Je ne comprends pas ce qui est cette espèce de montagne de polémique qu'on fait sur un mot complètement surdimensionné. J'ai dit une fois dans ma vie que ça aurait été résistant et maintenant on fait tourner ça en boucle comme si je le disais tout le temps. Je ne parle jamais de ce type-là et les gens qui m'accusent sont ceux qui en parlent tout le temps. Alors, on dirait que c'est eux qui sont chargés de faire la promotion du type dont on est interdit, alors que moi, j'en parle jamais, absolument jamais. Et quand j'ai dit qu'il était résistant, c'est juste factuel. Je répète, écoutez bien ça. Le système parlementaire, je l'analyse comme un système de domination parlementaire, où les élus décident tout à la place des gens. Donc, je conteste la légitimité du système du gouvernement représentatif. Oui, je le mets au centre parce que c'est notre prison politique, c'est le gouvernement représentatif. Ce système de domination est attaqué par sa gauche et par sa droite. Il est attaqué par sa gauche par les démocrates, ou les anarchistes dans le beau sens du terme, c'est-à-dire les gens qui se méfient des pouvoirs. Donc il est attaqué par des gens qui ne veulent pas de chef, et il est attaqué par sa droite par des gens qui veulent des chefs. Ils ne font pas confiance au peuple. Par la droite, le système de domination parlementaire est attaqué par les gens qui veulent un chef, les autoritaires. Écoutez bien ça, écoutez jusqu'au bout s'il vous plaît, c'est super important. Le système de domination est attaqué par sa gauche et par sa droite. Il est attaqué par les rouges et par les bruns. Alors qu'est-ce que font les élus, les élus et les journalistes qui en sont les complices du système de domination? Ils font partie du mécanisme de domination. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont attaqués par leur gauche, par des démocrates comme moi? C'est super compliqué de dire Chouard, l'écoutez pas, c'est un démocrate. C'est difficile d'argumenter comme ça parce que tout le monde va se marrer en disant mais démocrate, attends, démocrate c'est pas un défaut. Donc ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas attaquer mon message de front. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ben ils ont les mêmes arguments qu'à la droite. Et donc c'est les mêmes, et donc ils nous confondent en disant, et c'est eux qui sèment la confusion, en disant c'est des rouges, bruns, c'est-à-dire qu'ils font comme si nous avions le même projet de société. Alors que c'est vrai que nous avons en commun de résister. C'est pour ça que je parle de résistants. C'est vrai que, et je peux pas faire autrement, c'est factuel. Les gens à l'extrême gauche ont en commun une bagarre avec les gens d'extrême droite. Ils ont en commun une détestation d'un régime de domination qu'est l'escroquerie parlementaire. Donc vous dites d'extrême gauche? Je suis d'extrême gauche parce que j'ai un projet qui est fondamentalement démocratique. Je ne veux pas de chefs, je veux des chefs dominés. Donc je suis anti-tyrannique. C'est extravagant de m'assimiler à l'extrême droite. Rien compris au truc. Justement, des personnes à l'extrême gauche vous accusent de confusionnisme. Mais c'est eux qui confondent tout. Voilà, c'est eux qui confondent tout. Ils confondent tout parce que... Seriez-vous un rouge-brun? Le mot rouge-brun est une aberration, je vous répète. Le mot rouge-brun est inventé par le parlementaire pour éviter d'avoir argumenté contre la critique démocratique en mélangeant les démocrates avec les fascistes, ce qui est une extravagance. Le mot rouge-brun est une extravagance. Et c'est pas parce que je parle à un royaliste que je deviens royaliste. Excusez-moi, je reste ultra-démocrate. Je n'ai pas changé d'un iota là, sur ce point depuis 10 ans que je travaille, mais j'ai besoin de comprendre. Si vous voulez, moi, je veux instituer un monde commun. Donc, je ne suis pas au niveau législatif, je ne me bagarre pas sur les sujets législatifs. Je sais bien toutes les différences qu'il y a avec les gens qui sont d'autres bords politiques que moi, je sais bien les différences qu'il y a. Moi, je me hisse au-dessus pour fabriquer un monde dans lequel nous puissions vivre sans nous étriper. Donc, j'ai besoin de comprendre pourquoi un jeune royaliste est royaliste. Comment est-ce que ça se fait qu'un gars puisse avoir confiance en un roi, alors que pour moi, c'est super dangereux d'avoir un roi ou un chef hors contrôle. J'ai besoin de comprendre comment il réfléchit pour imaginer les institutions qui vont permettre de vivre ensemble. Et c'est pas parce que je vais parler avec lui que je deviens royaliste. C'est totalement déconnant sous prétexte que j'ai fait une conférence avec lui ou que j'ai discuté avec lui, de considérer que c'est des fréquentations douteuses. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de juger les gens? C'est l'antinomie de la politique, c'est-à-dire c'est la négation de la politique. On ne peut plus faire de politique. Une dernière question, Étienne Chouard.
Que pensez-vous de François Asselineau? Alors François Asselineau, il est complètement lui dans le gouvernement représentatif, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui veut bouleverser le gouvernement représentatif, mais c'est le meilleur connaisseur, mais de très loin, du système de domination européen. L'Union européenne est un système d'exploitation, un système de suppression de la politique et de prise de décision par des oligarques hors contrôle qui n'ont absolument aucun compte à rendre. C'est-à-dire que c'est le système parlementaire, le système de domination parlementaire est monté d'un cran en version 2 en montant au niveau constitutionnel et international. Donc il nous est totalement inaccessible. La seule façon de se débarrasser de ce truc, c'est d'en sortir. Asselineau est le meilleur connaisseur de loin que je connaisse de tous ces dossiers européens. Et le meilleur signe qu'il est extraordinairement subversif, c'est qu'il passe absolument pas à la télé et dans les journaux. Ils sont tellement incapables de lui résister. Vraiment, les journalistes, là, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, quoi. Ils sont incompétents. S'ils étaient compétents, ils prendraient Asselineau de front tous les jours pour voir un peu, dossier par dossier, s'ils sont capables. Le problème, c'est qu'ils sont incompétents et ils sont lâches. Vraiment, les journalistes de mon pays, c'est des fakes, quoi. Ils se sont fait acheter par les plus riches et ça se voit qu'ils sont pas bons parce qu'ils sont pas capables de prendre Asselineau de front. C'est incroyable, quand même, qu'il n'y ait pas de tribune donnée à ce gars-là. Ce gars-là connaît les dossiers comme sa poche et on lui donne rien. On lui donne pas une minute de temps de parole. C'est scandaleux. Enfin, si c'était la Russie qui faisait ça, mais qu'est-ce qu'on dirait pas de la Russie, de ce système tyrannique? Non, non, c'est en France. C'est en France que les journaux peuvent dire de moi que je suis fasciste, ce qui est une extravagance, et me laissent pas une seconde pour me défendre.